Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui à cet OpenStack Day à Paris. Et merci de votre attention pour les prochaines minutes juste avant la pause. On va essayer de faire intéressant. Je suis Thomas Di Giacomo, CTO chez SUSE. Je suis très content d'être ici à Paris parce que je ne suis pas allemand, je suis français. Et je ne vais pas faire de blagues sur les Allemands et les Français, mais en tout cas, chez SUSE, on est divers. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Hunz. Un nom allemand, ça? C'est alsacien, donc c'était allemand à une époque. Francophone aussi. Senior Project Manager, très impliqué dans OpenStack. Et aujourd'hui, on va discuter de la question pourquoi avons-nous besoin de distribution OpenStack ou pas? Ou pas, parce qu'évidemment, il est possible et très facile de récupérer tous les composants OpenStack soi-même, tout seul, les installer, les configurer, j'allais dire de jouer avec, mais d'explorer comment OpenStack peut répondre à vos besoins, seul, sans l'intermédiaire d'un vendeur. Ça permet une flexibilité, de le faire à son propre rythme, et c'est amusant aussi d'un côté technique, évidemment. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que sur le long terme, en production, est-ce que ça scale? Est-ce que ça reste stable, secure? Est-ce que c'est efficace en termes d'investissement en argent et en personnel? Et quand on a besoin d'aide, est-ce qu'on a vraiment l'aide requise pour fixer les problèmes que l'on peut rencontrer? Avant de parler d'OpenStack, en réfléchissant à ce keynote avec Vincent, on a pensé à faire un parallèle avec Linux pour plusieurs raisons. Évidemment, la comparaison n'est pas parfaite, mais Linux et OpenStack sont probablement les deux plus gros projets open source de l'histoire, actuellement. Il y a des similarités aussi en termes de mécanismes et de technologie. Et OpenStack, à un certain moment, a été vu comme un peu le système d'exploitation pour l'infrastructure. Donc, on a essayé de faire ce parallèle dans les slides suivants. Donc, pour commencer le parallèle, Linux a 25 ans. On a fait l'anniversaire il y a quelques semaines. Et après 10 ans, après la naissance de Linux, 10 ans plus tard, on a commencé à avoir des systèmes de gouvernance, des organisations type OSDL avant la Linux Foundation. Au bout de 10 ans, on a commencé aussi à avoir des distributions entreprises pour Linux. On a des centaines de distributions aujourd'hui, mais peu de distributions entreprises. Donc ça a pris une dizaine d'années, ça a pris encore quelques années supplémentaires pour que tous les workloads les plus critiques soient également perçus comme étant, enfin que Linux entreprise soit perçu comme étant approprié pour les workloads les plus critiques. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et la question est, est-ce qu'on peut faire le parallèle sur ce schéma et cette échelle de temps avec OpenStack? Est-ce que l'histoire se répète? Et donc OpenStack, créé en 2010, seulement 2 ans plus tard, la naissance de l'OpenStack Foundation est arrivée, et également seulement 2 ans plus tard, donc 5 fois plus vite que Linux, on a eu les premières distributions OpenStack entreprises. Aujourd'hui, comme mentionné plus tôt ce matin, on a vu à l'OpenStack Summit à Barcelone que quasiment tous les workloads les plus critiques peuvent tourner sur OpenStack dans différentes industries. Il y en a peut-être encore certains qui sont en cours de réflexion, mais on peut dire qu'après 6 ans d'existence, vraiment OpenStack est fait pour l'entreprise et production ready. Donc maintenant, on va voir avec Vincent l'intérêt des distributions OpenStack. Voilà, donc je vais essayer de filer un petit peu la comparaison avec Linux parce que j'imagine que le côté Linux c'est quelque chose qu'on connaît tous bien ici. Donc la principale chose quand on va regarder une distribution Linux entreprise que les gens connaissent, c'est la différence, c'est le support. Donc, par exemple, s'il y a un bug et qu'on ne sait pas comment le résoudre, on va se tourner vers son vendeur et on va demander de l'aide. Mais le bug, ça peut être quelque chose de simple. Il y a des choses qui sont un petit peu plus fines, comme il y a un problème de performance sur mon réseau. D'où est-ce que ça vient? Et donc là aussi, l'accompagnement du vendeur est assez critique. Dans OpenStack, on a effectivement ce même genre de problématique. Si je reprends la comparaison avec la performance réseau, l'architecture d'OpenStack avec Neutron qui est très complexe, on ne va pas savoir où regarder par défaut pour chercher ce problème de performance. Et ce qui se passe, c'est que c'est aussi un problème de performance à la fois dans OpenStack, mais ça peut être aussi à la fois dans le noyau ou dans les composants système de la distribution. Donc quand on est comme ça, un petit peu dans la tempête, c'est vrai que ça sert toujours d'avoir quelqu'un qui accompagne. On peut le faire par soi-même, mais ça demande un niveau d'expertise qui est assez complexe, qui prend du temps à acquérir. Et donc là, c'est vraiment
là qu'on voit l'intérêt principal des vendeurs, l'intérêt immédiat. Mais c'est pas le seul en fait. Ça, c'est la chose à laquelle on pense tout de suite immédiatement, le support. Bon. Mais il y a d'autres choses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend juste, on commence à utiliser une distribution Linux par exemple, je reviens en arrière, si on n'avait pas de distribution entreprise, comment on ferait? Donc maintenant, on pourrait peut-être prendre une distribution communautaire où on pourrait se dire, je commence tout seul. Je ne sais pas qui dans la salle a fait du Gentoo ou du Linux from scratch à une époque. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, dans une vie antérieure, j'aimais beaucoup FreeBSD. Le truc Make World, c'était génial. Mais on ne ferait pas ça en entreprise. C'est quelque chose de pas très cohérent. Il n'y a pas d'intérêt de perdre beaucoup de temps là-dessus. C'est pareil pour OpenStack en fait. Pour OpenStack, quand on regarde la complexité d'OpenStack, donc Thierry mentionnait tout à l'heure que dans Newton il y avait 31 composants je crois. Moi j'ai des chiffres qui datent un petit peu du début d'année où dans ce qu'on utilise nous dans notre distribution, donc c'est les composants qui sont utiles pour nos clients, il y avait 16 composants, plus de 7000 paramètres, on commence à se dire voilà comment on fait ça. Si je l'installe à la main, combien de temps ça va me prendre? On va parler, quand on parle aux gens, on se rend compte que quand ils essayent eux-mêmes, au bout d'un mois, ils commencent à arriver à quelque chose. Alors au bout d'un mois, c'est bien, mais c'est un petit peu long. Et en fait, en 2 heures, on peut arriver à quelque chose si on prend l'aide d'un vendeur, d'un distributeur. Il va nous fournir peut-être un outil de déploiement, où il va nous fournir aussi une assistante. Donc 2 heures, c'est un exemple. Là, c'est même avec du déploiement en haute disponibilité. On a vu dans des OpenStack Summit il y a quelques années, il y avait un concours qui s'appelait Ruler of the Stack. L'objectif, c'était de montrer qu'OpenStack, c'était pas quelque chose d'infranchissable qu'on pouvait vraiment déployer. Donc c'était le concours de comment on déploie OpenStack le plus rapidement possible. La dernière fois qu'on l'a fait, on a arrêté de le faire parce que justement on a prouvé que c'était possible. La dernière fois qu'on a fait, le temps était négatif. C'est-à-dire que OpenStack avait été déployé en moins 10 minutes. Comment c'est possible? En fait, il y avait des bonus pour si on déployait telle fonctionnalité ou que tel composant était déployé. Et donc, sans le système de bonus, c'était en 10 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut résoudre facilement. Alors, je vous l'accorde, la solution en 10 minutes, c'était une solution vraiment optimisée spécialement pour le concours. Sans cette solution optimisée avec un produit, 40 minutes. D'accord? Donc c'est possible. Effectivement, c'est possible, mais toujours, c'était des gens qui étaient experts dans le domaine qui le faisaient. Et on voit souvent quand on va voir les clients, la première chose qui se passe, c'est qu'en fait, avant l'installation, il y a un petit peu de préparation. Et on se demande, est-ce que ça fonctionne vraiment sur mon matériel? Est-ce que ça va fonctionner avec ce type de serveur? Est-ce que ça va fonctionner avec ces switches? Est-ce que ça va fonctionner avec ce stockage? C'est aussi une problématique qu'on avait avec Linux. Alors d'un point de vue personnel, quand on achetait du matériel, est-ce que ma carte 3D elle va fonctionner? Mais même dans le monde de l'entreprise, si on achète un serveur qui fait de l'UEFI, est-ce que ça va marcher avec la distribution? Est-ce que les contrôleurs RAID ils vont fonctionner? Est-ce qu'il y a tous les drivers dans la distribution? Dans la distribution. Donc c'est la même chose dans OpenStack. Et dans OpenStack, on avait tout à l'heure la présentation de Juniper. C'est même pas juste au niveau matériel, c'est aussi au niveau tout ce qui est software defined. Donc ça peut être le SDN, ça peut être le logiciel, le stockage, logiciel. Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et donc là encore une fois, avoir quelqu'un qui nous accompagne. Ça va montrer que ça fonctionne. Donc, il va y avoir des certifications pour tel matériel, il va y avoir des architectures de référence qui expliquent comment utiliser, comment configurer le matériel pour que ça fonctionne. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes au début pour être assuré qu'on va dans la bonne direction. Du point de vue logiciel, c'est la même chose. Est-ce que tel logiciel, ça va bien s'intégrer avec mon OpenStack? Quand on prend une distribution Linux, est-ce que, il y a des années, est-ce que mon Apache il va fonctionner avec cette glibc? J'en ai aucune idée. Si on le fait soi-même, c'est un petit peu courageux, on va dire. C'est pareil au niveau d'OpenStack. Il y a une certaine quantité de logiciels, donc là j'en ai mis que quelques-uns. On va les regarder, on va se dire, est-ce que je peux utiliser
OpenStack avec cette version de Ceph? Est-ce que ça va me permettre d'utiliser l'intégration CephFS dans Manila, par exemple? Est-ce que je peux utiliser Magnum pour lancer Kubernetes? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que si je veux faire du NFV, vraiment, je vais avoir tout ce qu'il faut pour faire du NFV, toutes les dépendances dans mon OpenStack? C'est quelque chose, encore une fois, où le distributeur va fournir des garanties que ça fonctionne. Il va faire de la validation auparavant, il va vous garantir ça fonctionne. Il va aussi vous dire des fois, ça, non, c'est pas encore possible. Des exemples très concrets. Ceph, il y a quelques années, il y avait nous, par exemple, on disait c'est bien, mais ne l'utilisez pas encore, c'est pas forcément prêt pour vous dans OpenStack, il y a des problèmes de performance, etc. etc. Donc il y a aussi de l'accompagnement pour dire attendez un petit peu, c'est pas toujours oui, des fois on aide aussi vraiment avec la réalité. Mais ça c'est au début, c'est l'installation, mais comment ça se passe après l'installation? Marc tout à l'heure parlait de Heartbleed, donc le bug SSL qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait révélé effectivement des problèmes dans la gouvernance d'OpenSSL et les moyens qui étaient dans OpenSSL. Et là, on voit que dans OpenStack, en fait, ça c'est pas trop un problème. OpenStack est vraiment bien géré. Il y a eu justement à Barcelone le mois dernier l'annonce qu'on avait ce badge certifié de la Core Infrastructure Initiative pour dire qu'on gérait bien tout ce qui était sécurité. Le projet était développé vraiment de manière conforme avec toutes les bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc ça c'est bien. Et aussi même au niveau correction de bugs, le projet OpenStack est vraiment bien organisé à ce niveau-là. Ceci dit, au niveau OpenStack en tant que tel, le cycle de maintenance du projet, c'est 1 an. 1 an, c'est un petit peu court pour le monde d'entreprise. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ce qui est correction, il faut aller les chercher. Il faut se dire, est-ce que ça je le veux? Est-ce que ça je le veux? Est-ce que ça a été vraiment validé dans mon utilisation d'OpenStack? Certes, il y a beaucoup de tests qui sont faits de manière automatique dans OpenStack, mais pas forcément avec ce matériel que vous utilisez. Et donc là, c'est aussi encore une fois l'intérêt d'un distributeur, c'est que déjà, il va en général fournir un cycle de vie qui est plus long. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça va dépendre du distributeur. Donc là j'ai mis 3 ans, mais ça va vraiment dépendre du distributeur. Il va faire en sorte que tous ces bugs vous soient fournis automatiquement. Après, c'est juste à vous de décider quand est-ce que vous l'appliquez, parce qu'évidemment, on ne va pas appliquer les bugs, les corrections, les correctifs de manière complètement automatique sur un système en production, parce que si ça casse quelque chose, ce serait un petit peu dommage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que généralement, avec ce qui a été fait grâce à l'installation au départ, on va avoir installé de la haute disponibilité. On va faire en sorte que les workloads qui tournent dans l'OpenStack tournent vraiment en permanence, même pendant les mises à jour des correctifs, ce qui va permettre un uptime vraiment conséquent pour tout ça. Thomas me dit dépêche-toi, il y en a qui attendent la pause. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, on va accélérer un petit peu. De manière similaire, donc là je parlais des mises à jour de sécurité et des bugs, mais pour tout ce qui est mise à jour de version majeure, c'est une problématique encore plus importante. Donc là je vous ai mis vraiment juste les dernières versions sur les 4 dernières années. OpenStack, c'est tous les 6 mois que ça sort. Alors quand on fait une mise à jour de Grizzly à Havana, à Icehouse, Juno, ça commence à faire beaucoup de mises à jour consécutives. Déjà, il faut les faire, c'est pas forcément facile. Dans quel ordre est-ce qu'on fait la chose? Est-ce qu'on va faire en sorte que les workloads continuent de fonctionner? Bon, ça c'est un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe si en fait on veut pas mettre à jour tous les 6 mois? On veut mettre à jour tous les ans. Ça, c'est pas supporté nativement dans OpenStack, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut pas faire si on prend juste l'upstream. Il faut passer d'une version à une autre, n+1. Donc ça, c'est quelque chose aussi où le distributeur, il va, selon les contraintes qu'il entend de ses clients, il va faire des efforts pour que ça fonctionne. C'est quelque chose qui est non négligeable. Et pareil, il va faire en sorte que ça ne coupe pas les fonctionnalités d'OpenStack en tant que tel. Donc les workloads continuent de fonctionner pendant les mises à jour. Les mises à jour non disruptives, c'est quelque chose qui est assez essentiel, mais qui est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc là, je vais rendre la main à Thomas avant qu'il me
tape un petit peu avec un marteau. Et juste pour conclure rapidement, merci Vincent. Donc, tous les sujets que tu as abordés, il y a un point important aussi à voir, c'est que le do-it-yourself nécessite une équipe d'une vingtaine de personnes pour ça. Donc c'est des chiffres moyennés, ça vient de notre expérience, des retours de nos clients et partenaires, mais ça vient aussi d'études indépendantes faites par des analystes. Une vingtaine de personnes. J'ai mis une équipe de football américain, ils sont que 11, mais donc on va dire 2 équipes de football américain. Et l'étude dit que si vous prenez une distribution entreprise par un vendeur, vous n'avez plus besoin que 2 ou 3 personnes en interne pour gérer ça, et les 17 autres peuvent se concentrer sur des activités plus intéressantes ou des points business chez vous. On a beaucoup parlé des avantages des distributions vendeurs, mais évidemment, pour être juste, et il y a aussi des avantages à le faire soi-même, une très grande flexibilité. Vous pouvez avoir l'équipe de football en interne pour faire vous-même les choses, voire même faire des choses dans un modèle hybride avec un distributeur, avec un vendeur de distribution en co-développement sur certains sujets. Et pour finir, donc ça c'est le slide commercial, sous OpenStack Cloud version 7, annoncé à l'OpenStack Summit à Barcelone. On serait très content de vous en parler, il y a plein de choses. On est en haut, avec les petits caméléons à gagner, etc. On peut en parler au café. Et maintenant, je vous libère pour aller au café. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.